Et si la parentalité positive n'était pas la solution parfaite? On entend souvent dire que les neurosciences prouvent qu'une éducation bienveillante centrée sur l'écoute et l'accompagnement des émotions, c'est la meilleure voie pour nos enfants. Mais que nous dit réellement la science? Et surtout, en cherchant à être de meilleurs parents, ne risquons-nous pas d'oublier finalement l'essentiel? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. La parentalité positive, elle repose sur une idée forte. L'enfant a besoin d'un cadre sécurisant et bienveillant pour se développer harmonieusement. Les neurosciences ont mis en évidence que le stress chronique engendré par des méthodes éducatives qui sont trop dures, eh bien ça pouvait nuire au développement cérébral des enfants. Chez les jeunes enfants, le cortex préfrontal, qui régule les émotions et permet la prise de recul, est complètement immature. C'est pourquoi ils peuvent être submergés par leurs émotions et ça prend de l'ampleur. Vous avez déjà vu un enfant faire une crise au supermarché. Et plutôt que de le punir, la parentalité positive, elle propose d'accueillir, de verbaliser ses émotions et de l'aider à les réguler. Et c'est très bien finalement. Elle promet en fait une relation parent-enfant plus apaisée, avec moins de conflits et davantage de compréhension. Ce qu'elle met en avant, c'est l'importance du lien d'attachement et du respect des besoins émotionnels de l'enfant. Les études montrent que les enfants élevés dans un environnement bienveillant, eh bien, ils vont développer une meilleure estime d'eux-mêmes et des compétences sociales plus solides. Mais est-ce que c'est si parfait ? L'une des grandes critiques que je pourrais adresser à la parentalité positive, c'est la pression qu'elle exerce sur les parents. Être toujours bienveillant, patient, à l'écoute, eh ben c'est un idéal très difficile à atteindre au quotidien pour tout le monde. Certains parents se sentent coupables à la moindre colère, au moindre refus, comme s'ils échouaient à être les parents parfaits que la parentalité positive semble exiger d'eux. Et puis certains enfants peuvent se retrouver en difficulté si le cadre manque de clarté. La bienveillance, ça signifie pas l'absence de limites en fait. Or, certains parents ont du mal à poser des règles de peur d'être trop autoritaires. Ils ne savent plus où mettre le cursus. Pourtant, l'enfant a besoin de repères pour se sentir en sécurité. Et puis, si certaines études prouvent que le stress chronique est délétère, ça ne signifie pas que toute frustration est à éviter, bien au contraire. Apprendre à gérer la frustration, ça fait partie du développement d'un enfant. Un enfant qui refuse de ranger sa chambre malgré toutes les explications bienveillantes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh oui, il faut quand même agir. Alors il existe plusieurs modèles éducatifs qui se distinguent par une vision de l'enfant et de leur approche sur l'autorité. Il y a l'éducation traditionnelle qui repose sur une structure hiérarchique. L'adulte détient l'autorité, l'enfant obéit. L'objectif, c'est de transmettre le respect des règles et l'obéissance. On a tous connu ça normalement. Les règles éducatives, elles incluent les punitions, les récompenses et une discipline assez stricte. Dans la pratique, ça signifie que l'enfant, s'il dépasse une limite, eh bien il est puni. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle instaure un cadre très clair et qui est très sécurisant. Mais elle peut aussi générer de la peur et empêcher l'enfant de développer un sens critique ou une capacité à exprimer ses émotions. À l'opposé, l'éducation démocratique, elle repose sur l'idée que l'enfant est un individu à part entière, capable de prendre des décisions sur sa propre vie. Ici, l'autorité est partagée entre parents et enfants et les règles sont discutées et négociées. L'enfant apprend à gérer sa liberté et à prendre des responsabilités. Dans la pratique, ça signifie que si un enfant ne veut pas se brosser les dents, le parent ne cherche pas à comprendre pourquoi ou à trouver un compromis. Il n'essaye pas d'imposer ça comme une obligation. Alors ça favorise l'autonomie et la confiance en soi, mais ça conduit à un manque de repères pour l'enfant qui se retrouve parfois avec trop de pouvoir de décision, avec pas assez de maturité pour la gérer. Et puis il y a l'approche de la résilience qui combine bienveillance et cadre. Elle considère en fait que l'enfant doit apprendre à faire face aux difficultés et à gérer les frustrations pour devenir un adulte équilibré. Ici, les parents reconnaissent et accompagnent les émotions de l'enfant, mais sans éviter la confrontation avec la réalité. Par exemple, si un enfant refuse de ranger sa chambre, on peut valider son envie de jouer tout en maintenant la règle. Je comprends, tu préfères continuer à jouer, mais ranger ta chambre, ça fait partie des règles de la maison. Alors, on va le faire ensemble.
Cette approche, en fait, elle vise à préparer l'enfant aux défis de la vie en lui donnant des outils pour développer son autonomie émotionnelle et sa capacité d'adaptation. Mais on n'a pas oublié l'essentiel dans tout ça. À force de vouloir être des parents exemplaires, est-ce qu'on ne va pas risquer d'oublier notre propre bien-être à nous? Le parent stressé, épuisé par sa charge mentale et les injonctions éducatives, eh bien, il ne pourra jamais offrir une présence véritable et bienveillante. Le bonheur d'un enfant, ça ne repose pas uniquement sur les techniques éducatives, mais aussi sur l'équilibre et l'épanouissement de ses parents. Un enfant, ça ressent profondément l'état émotionnel de ses parents. Ce sont des éponges. Un parent détendu, serein, eh bien, ça transmet plus qu'un parent qui applique des règles à la lettre, mais qui s'épuise à tout vouloir bien faire. Alors, miracle éducatif ou illusion neuroscientifique? Eh bien, comme souvent, la réponse n'est pas aussi tranchée qu'on voudrait bien le croire. Chaque enfant est unique, chaque famille aussi. Peut-être que la meilleure approche, finalement, elle consiste à trouver un équilibre entre bienveillance et cadre, en restant à l'écoute, mais aussi en prenant soin de soi. Et finalement, une chaîne comme la mienne qui vous dispense ses conseils et qui vous donne plein d'outils pour gérer les enfants, leurs crises et tout le quotidien qui pose problème, eh bien ces chaînes-là, elles ne devraient jamais être là pour vous dire il faut faire comme ça et c'est ça le modèle. Remettre en cause ce que vous voyez et ce que vous entendez, eh bien vous avez le droit et surtout vous en avez le devoir. Parce qu'encore une fois, ça doit aussi résonner avec l'éducation que vous avez envie de transmettre à votre enfant. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation à condition qu'on reste dans des normes, voilà, et qu'on ne tabasse pas ses enfants toute la journée ou qu'on ne les humilie pas non plus à tour de bras, évidemment. Néanmoins, il ne faut pas chercher à être un parent parfait. Les conseils que je vous donne sur cette chaîne ou ailleurs, ils ne servent qu'à une chose, améliorer votre quotidien et votre relation. Prenez ce qu'il y a à prendre. N'oubliez pas de poser des règles et des limites parce que ça, je ne cesserai de le dire et de le redire. Je ne prône pas une parentalité positive à tout prix. Je pense même que ça peut très bien s'adapter avec certains enfants, mais pas du tout avec d'autres. Je pense qu'un cadre strict, c'est très important et ça me semble, en tout cas c'est encore ma vérité fondamentale. J'ai 3 enfants, j'ai accompagné des tas de parents et je constate en fait que avoir un cadre strict, avoir des limites claires, eh bien ça sécurise les enfants et ça règle nombre de problèmes d'éducation. À vous de vous faire votre propre opinion, ça c'est plutôt ça qui est fondamental dans votre éducation. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous appliquez quel principe finalement au quotidien? Comment vous arrivez à vous en sortir au milieu de toutes ces injonctions? Est-ce que vous vivez une parentalité sereine ou est-ce que c'est un casse-tête? Eh bien, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de vous lire et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.